Salut à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 9e podcast de GMK. Le thème du jour, c'est le dry needling. Et Christophe Broy a eu la gentillesse d'accepter que j'enregistre en audio son intervention qui a eu lieu hier soir, donc le 9 janvier 2018, et qui était en rapport avec, comme j'ai dit, le dry needling. Et cette intervention, ce webinaire, était fait dans le cadre de KineWeb TV. Comme d'habitude, je vous invite à aller sur le site de KineWeb TV. Alors pour présenter rapidement Christophe Broy, mais bon, même s'il le fait au début de la vidéo, c'est un formateur indépendant qui forme dans pas mal de choses, notamment en dry needling, et il intervient dans des organismes comme Alistair, comme GBF Formation, ou chez GMK, dans le cadre de la cheville au mois d'avril notamment. Pour en finir avec cette présentation, est organisé samedi prochain un workshop que vous pourrez suivre à distance de chez vous par rapport au dry needling sur pas mal de choses. Il présente le programme de ce workshop à la fin de son intervention. N'hésitez pas à aller sur le site de KineWeb TV pour plus d'informations et pouvoir accéder à des contenus gratuits. Je mets tous les liens en commentaire si vous voulez aller sur ces différents sites. Voilà, encore merci à Christophe, encore merci à Sefedine et je vous retrouve juste après. Pour commencer, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous encore une très bonne année 2018 d'un point de vue personnel, mais évidemment aussi d'un point de vue professionnel. J'espère qu'elle sera remplie de beaucoup de choses, peut-être beaucoup de formations et beaucoup de nouveautés pour cette nouvelle année. Encore une fois, une nouvelle collaboration avec Sefedine et KineWeb TV. J'étais déjà intervenu en début d'année dernière, début 2017, et c'est avec plaisir qu'on va reconduire notre collaboration. Et moi, je tiens encore à souligner son initiative, de rendre des soirées comme ça d'information accessibles à tout le monde. On l'a vu tout à l'heure, il y a même des gens de l'étranger qui nous écoutent ce soir, d'Algérie, de l'Arabie Saoudite, même des gens qui sont à la Réunion, donc à près de 10 000 km d'ici. Donc voilà, c'est quand même une initiative que je salue et que j'encourage à continuer avec d'autres sujets évidemment, d'autres personnes et puis d'autres intervenants. Pour les gens qui me connaissent pas ou peu, je suis kinésithérapeute et thérapeute manuel, diplômé d'une école de kiné en Belgique en 2002, praticien libéral depuis 2004 et formateur indépendant depuis 2010. Donc j'organise moi-même quelques formations et j'interviens surtout avec des organismes de formation reconnus en France comme Alistair à Mulhouse, comme l'organisme de Gilles Barrette Formation, donc de Gilles Barrette et de Fabrice Bariec, le GMK de Mathieu Loubière et Kiné Formation à Paris avec Thierry Blin, toutes ces personnes que je salue bien entendu si elles nous écoutent ce soir. J'ai un cursus de formation depuis mon diplôme, notamment orienté au niveau de la thérapie manuelle, donc la thérapie manuelle neuro-orthopédique, donc avec l'Institut TMNO de Yann Delair, les techniques de Soyer, les points trigger et le dry needling évidemment, la thérapie manuelle neurodynamique, Mackenzie, le viscéral et différents concepts de fascia comme Tipaldos ou le flossing, le foam rolling, donc plusieurs techniques de fascia différentes. Comme il est de coutume, je vais déclarer mes conflits d'intérêts. Donc évidemment, je suis kinésithérapeute libéral. Moi, j'ai un cabinet libéral dans le sud-est de Metz, à une quinzaine de kilomètres de Metz. Là, pas de problème. Je suis formateur indépendant et c'est là qu'il est mon conflit d'intérêts. Je suis formateur indépendant et je réalise des formations donc sur le sujet de ce soir, donc sur le dry needling, mais aussi sur les points trigger et le syndrome myofascial douloureux. Donc je dirais ça, c'est mon conflit d'intérêt majeur avec la soirée de ce soir, mais je vais vraiment essayer de rester le plus neutre possible. Le but de cette conférence de ce soir, c'est de présenter le dry needling, d'expliquer un petit peu ce que c'est et à quoi ça sert.
et non pas de parler formation. Et je suis également administrateur d'une page Facebook Kinesis Formation, qui est en fait tout simplement une page qui regroupe un petit peu l'ensemble des formations que je fais, que ce soit celles organisées par moi-même ou celles organisées avec des organismes de formation en France. Le programme de cette web formation, je vais d'abord faire une synthèse des différentes questions, et là encore une fois je remercie Mathieu Loubière, et puis je le salue. Il a eu une très bonne idée quand il a organisé son intervention sur la capsulite rétractile à la société de physio de Bourgogne. Il s'est dit tiens, avant de préparer ma présentation, je vais demander un petit peu aux gens qu'est-ce qu'ils souhaiteraient poser comme question et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir comme réponse sur le sujet. Et moi j'ai trouvé ça vraiment bien, et j'ai copié un petit peu carrément copié son idée. Et quand on a lancé la web formation, on a commencé par dire aux gens voilà, quelles sont les questions que vous vous posez autour du dry needling. Et durant cette formation, je vais essayer d'y répondre, et j'ai construit un petit peu ma formation mon intervention autour des différentes questions qui étaient posées. Donc voilà un petit peu le programme pour ce soir. Donc on va dans un premier temps parler du cadre légal autour du dry needling en France. Ensuite faire un bref historique pour voir un petit peu comment la technique a évolué dans le temps. Une partie théorique du dry needling avec les effets, les indications et les contre-indications et précautions à avoir quand on utilise cette technique. Le matériel, l'hygiène, le BP autour du dry needling, donc les différentes preuves scientifiques dans la littérature. Et je dirais surtout, moi, la question à laquelle je voudrais répondre, c'est comment est-ce que le dry needling peut vous aider dans vos traitements de tous les jours. Je vais essayer, alors Céphidi en a un petit peu parlé, je vais essayer de rendre cette conférence le plus interactive possible. Alors ce que je vous propose, moi ce soir j'ai gardé la barre de conversation ouverte à côté de mon diaporama, et ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de chaque partie on fasse un petit stop, et s'il y a des questions en rapport avec cette partie, vous les posiez dans la barre, moi je jette un petit coup d'œil et j'y réponds, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas à la fin de la conférence à reposer des questions sur le début. Voilà, par exemple, si on est dans les effets, s'il y a des questions à poser sur les effets du dry needling, on les posera à la fin de cette partie. Pareil si c'est sur l'hygiène ou autre, et bien sûr à la fin on gardera, comme Céphidi nous l'a expliqué, un petit temps pour des questions-réponses. Donc globalement je pense en avoir pour une bonne heure de présentation, et puis ensuite on se gardera je dirais une demi-heure, 3/4 d'heure pour les questions-réponses, s'il y en a bien évidemment. Alors, lorsque j'ai fait une synthèse des questions, la première qui revenait souvent, c'était le cadre légal du dry needling en France. Est-ce que c'est légal de l'utiliser, et sous quelles conditions? Ensuite, c'était des questions concernant les effets secondaires et indésirables du dry needling. Quelles étaient les contre-indications? Quelle était la différence avec l'acupuncture? Y a-t-il des preuves scientifiques sur le dry needling? Quels sont les effets physiologiques? Après, il y a eu des questions un petit peu plus techniques concernant le choix des aiguilles, l'angle de piqûre, et d'autres questions notamment sur la place du dry needling par rapport aux techniques manuelles, par rapport aux techniques actives et aux techniques d'autotraitement. Je pense notamment, on parle beaucoup de techniques hands-off actuellement. Donc comment se place un petit peu le dry needling, qui est donc par définition une technique hands-on par rapport à ces techniques hands-off. Voilà, donc je vais essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions, et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la barre de conversation durant la conférence. Alors la première chose, on va aborder le cadre légal. Le dry needling est-il une technique, on va dire, illégale ou légale? Tout simplement parce que on traverse la barrière cutanée. Donc la question que beaucoup de gens nous posent, c'est oui, mais est-ce qu'on a le droit maintenant de traverser la barrière cutanée, parce que c'est quelque chose qui à la base était interdit aux kinésithérapeutes?
Alors la réponse est oui. Nous sommes autorisés à pratiquer le dry needling depuis l'avis du Conseil national de l'ordre du 14 juin 2017. Donc c'est quand même relativement récent. Tous les kinés, tous les physios en France ne sont peut-être pas encore au courant, mais nous sommes habilités maintenant à utiliser dans notre pratique de kinésithérapie, d'utiliser le dry needling ou poncture sèche, qui est en fait on va dire la traduction francophone du dry needling. Alors l'ordre, le CNO, a émis quelques recommandations concernant la formation autour du dry needling. Le CNO a dit on autorise les kinésithérapeutes à pratiquer le dry needling, mais pour ça il faut que les gens soient formés. Et c'est le CNO qui a émis des recommandations concernant cette formation. Et ils ont proposé une formation en 3 fois, donc DN1, DN2 et DN3, donc 3 modules. Le DN1 étant de 3 jours, le DN2 et le DN3 étant des formations de 2 jours. Pour accéder au module initial, donc le DN1, il faut des prérequis nécessaires sur les points triggers et le syndrome myofacial douloureux, et des prérequis sur la partie théorique et sur le traitement manuel de ces points triggers. Les prérequis doivent constituer une durée de 14 heures. Et pour s'inscrire à une formation de dry needling, il faut pouvoir justifier de ces 14 heures de prérequis. Alors là, vous avez différentes possibilités. Soit vous avez déjà suivi une formation de point trigger, de traitement manuel, et vous avez votre attestation de formation qui dit voilà, moi j'ai suivi une formation de 30 heures sur les points trigger, donc vous êtes largement dans les prérequis nécessaires. Certains ont fait des écoles d'ostéopathie dans lesquelles par exemple on a enseigné les points triggers, et là il faut tout simplement demander une attestation à votre école d'ostéo par exemple, en disant voilà, j'ai bien suivi une école d'ostéo dans laquelle on nous a dispensé des cours sur les points triggers d'une durée de tant d'heures, et si la durée est supérieure à 14 heures, vous avez la possibilité d'intégrer directement. Pour ceux qui n'ont ni suivi de formation sur le dry needling, ni de prérequis sur les points triggers, il y a certains organismes de formation qui proposent un prérequis donc de 14 heures, donc le minimum pour pouvoir accéder à ce cursus. Et donc là vous avez un cursus qui est dit complet, et c'est un cursus qui se fait donc en 4 temps, avec dans un premier temps les prérequis, puis le DN1, puis le 2, puis le 3. À la fin de tout ça, il y a un examen de compétences qui va être organisé pour en fait vous évaluer. Alors ce qui est important, c'est que vous avez l'autorisation et le droit de pratiquer le dry needling dès la fin du module 1. Évidemment, le but c'est d'avoir les bases lors de ce module initial, et ensuite de retourner dans son cabinet, de pratiquer le dry needling et de revenir, 6 mois après, 4-6 mois après minimum, faire le dry needling 2, puis pareil le dry needling 3. Concernant cet examen de compétences, actuellement on n'a aucune donnée. On ne sait pas qui va l'organiser. Quelles vont être les modalités. On a vraiment zéro information sur cet examen. D'un côté, c'est relativement normal parce que le CNO a émis son avis en juin 2017, et à l'heure actuelle, il n'y a aucun cursus de formation qui a été terminé. Le temps entre le moment où l'ordre a donné son avis favorable, entre le temps où les organismes de formation ont mis les formations sur pied, trouvé des formateurs et lancé la communication autour de tout ça, il y a déjà quelques mois qui sont passés. Donc je dirais aujourd'hui, personnellement, les formations que je donne, j'en suis au niveau 1. Donc et je crois que c'est pareil pour tous les autres organismes et tous les autres formateurs en dry needling. Donc on va déjà attendre d'avoir des cursus 1, 2, 3 qui ont été faits, et je pense qu'après ça, on aura plus d'informations sur cet examen de compétences. D'un autre côté, pas de panique. À partir du moment où vous avez débuté votre dry needling 1, vous avez 4 ans pour terminer le cursus et passer votre examen de compétences. Donc je pense qu'on a quand même le temps de voir venir par rapport à ça.
Donc voilà, les choses qui sont importantes, c'est les recommandations du Conseil de l'ordre. Donc la formation se fait en 3 fois. Là aussi, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté en disant oui, le dry needling est autorisé, maintenant on le fait en 3 modules, c'est encore des formations avec des buts, c'est un but commercial, on le fait en 2 fois, en 3 fois, peut-être que des formations plus courtes auraient suffi. On est tenu aux recommandations du CNO. Donc en fait, c'est pas ni les organismes de formation ni les formateurs qui ont mis ce programme en place. C'est simplement les recommandations du CNO qui quelque part veut aussi encadrer un petit peu cette pratique et surtout une volonté que cette pratique se fasse en toute sécurité, donc que les gens soient formés d'une manière efficace. Voilà pour les recommandations. Si je compare un petit peu par rapport à ce qui se fait dans le monde, là vous avez une étude, enfin un article de FeeWorld qui recensait il y a déjà maintenant 5-6 ans les pays où le dry needling était déjà autorisé. Alors, on peut quand même voir qu'autour de nous, on avait déjà pas mal de voisins, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Suisse, Espagne, qui pratiquent le dry needling. Donc encore une fois, je dirais pas qu'on est en retard, mais on est certainement un petit peu en décalage par rapport à ce qui se fait en Europe et puis dans le monde bien évidemment. Ici, vous avez une diapo qui vous montre un petit peu l'évolution de la pratique du dry needling aux États-Unis. Elle vous montre qu'en 2012, vous avez 27 États des États-Unis où le dry needling était autorisé et pratiqué, et on voit que la courbe a commencé à décoller, on va dire, au début des années 2000. Nos voisins suisses, c'est autorisé et encadré depuis, je crois, le début des années 2010. Et les Suisses ont créé, eux ont fonctionné différemment, c'est pas l'ordre qui a géré ça. Ils ont créé tout simplement une association, l'association suisse de dry needling, et c'est cette association qui a mis en place le programme, l'examen de compétences. Donc à savoir qu'en Suisse, l'examen de compétences est déjà mis en place et les gens peuvent déjà le passer. Donc là aussi, les Suisses, nos voisins, sont un petit peu plus en avance sur la question. Voilà. Est-ce que, avant de passer à la partie historique, est-ce que il y a quelques questions dans la partie conversation concernant le cadre légal? Donc là, moi, j'en vois pas. Alors, question en disant, voilà, les soins de dry needling peuvent-ils pris en charge par la CPM? Alors, à partir du moment où le dry needling est une technique qui rentre dans le cadre de compétences du masseur kinésithérapeute, le dry needling sera comme toute autre technique de kiné, il sera pris en charge. Alors il n'y aura pas de cotation spécifique qui va être créée pour le dry needling. Il faut simplement voir que le dry needling, c'est simplement une corde à votre arc supplémentaire, notamment dans le traitement des points trigger. Donc pour ceux qui connaissent déjà le concept et qui traitent les points trigger, vous allez pouvoir compléter votre arsenal par le dry needling. Mais quelque part, ça restera ça restera une technique de kinésithérapie, et à partir du moment où c'est rentré dans notre cadre légal, ça passera sur des séances, on va dire, ce qu'on appelle classiques de kiné. J'ai une autre question en disant, on peut passer les différents modules en 3 formations mais espacées. Oui, je pense. Après, il faut évidemment vous rapprocher je lisais les autres commentaires, donc je finis cette question-là. On peut passer les différents modules en 3 formations mais espacées, je pense. Oui. L'idée, c'est évidemment de les espacer pour que justement vous ayez le temps de pratiquer cela, et puis d'être vraiment perfectionné dans la technique. Il y a Serge qui nous dit qu'il a déjà commencé sa formation en dry needling il y a 2 ans en France, et il va passer le diplôme de compétences à Paris. Alors Serge, je pense que tu fais référence aux formations organisées par Captain et la David Simons Academy.
effectivement, là, il y a déjà des formations qui sont proposées en France sur le dry needling, même avant l'accord favorable du CNO. Je suis pas sûr que ça va être le même organisme qui fasse passer cet examen de compétences. Là, il est organisé en partenariat avec OMT France et la David Simons Academy et l'association suisse de dry needling, me semble-t-il. Mais en tout cas, sur l'examen de compétences suite aux recommandations du CNO, je ne sais pas si ce sera le même. Donc ça, je ne sais pas. Et on me dit quelle est la reconnaissance internationale de la formation du dry needling français par rapport à la Suisse, par exemple. Aucune idée au niveau international. Les recommandations que l'on a, ce sont des recommandations de notre ordre national. Donc ce sera quelque chose qui sera valable, je pense, uniquement en France, après avoir, par rapport au nombre d'heures de formation et par rapport à l'examen de compétences, si votre diplôme reconnu en France pourra l'être dans d'autres pays, par exemple à la Suisse. Pardon. Ça, c'est des questions auxquelles il faudra voir. Là, on me dit que une séance en HN peut certainement être proposée. Évidemment, comme toute technique que l'on souhaite faire passer en HN, ça c'est libre aux thérapeutes. Et on dit, est-ce qu'on peut faire les 3 modules dans la même année ? Écoutez, là on rentre dans des données de formation et je veux pas, par rapport à mes conflits d'intérêts, je veux pas intervenir là-dedans. Ça dépend des organismes de formation. Les organismes de formation ont cherché des formateurs et chacun a une vision un petit peu différente. Certains proposent les 3 modules dans la même année, d'autres proposent des modules, on va dire, à la carte, c'est-à-dire que tu peux faire le dry needling 1, je sais pas moi, à Paris, le dry needling 2 dans une autre ville et le dry needling 3 ailleurs. D'autres proposent un module 1, 2, 3 à Paris et tu es obligé de faire le 1, 2, 3 à Paris. Je dirais ça, il faut voir en fonction de... Moi personnellement, je fais module après module, donc d'abord un dry needling 1, puis un 2, puis un 3, et moi je suis pas sectaire, c'est-à-dire que j'accepte des gens en dry needling 2 ou 3 qui ont fait un dry needling 1 avec un autre organisme de formation, parce que de toute façon le programme doit être sensiblement identique par rapport à ça. Je vois qu'il y a une question par rapport les différences entre dry needling et acupuncture. Je vais y répondre un peu plus tard et je vous propose de passer maintenant à la partie suivante concernant l'historique du dry needling. Alors il y a des gens qui me disent je ne vois pas les questions, il faut peut-être faire défiler votre petit onglet à droite, vous avez que les dernières questions qui s'affichent, donc peut-être qu'il faudrait faire remonter un petit peu pour voir les questions un peu plus haut. Ou Seifedine, si tu peux leur donner des astuces pour voir les questions. Voilà, merci Seifedine, c'est peut-être plus sympa que tout le monde voit les questions. Donc, je poursuis concernant l'historique du dry needling. Tout simplement, si on remonte un petit peu dans le temps, pour vous montrer que le dry needling, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui a été créé il y a seulement quelques années. On retrouve par exemple en 1928 ou même en 1882, on retrouve déjà des Anglais qui piquaient des points. Alors ça s'appelait pas des points trigger à l'époque, on parlait de points de tension maximum. Et on a déjà des gens qui ont publié des livres à cette période. Utilisant on va dire la poncture ou le needling, donc en introduisant
en introduisant des aiguilles dans les muscles, et on a déjà des écrits qui remontent de vraiment assez longtemps, notamment un livre sur le Principle and Practice of Medicine, où on avait déjà introduit l'aiguille de 3 à 4 inches de longueur, notamment dans des muscles lombaires douloureux. Donc c'est déjà, on retrouve déjà des traces de dry needling de manière assez ancienne. En 1938, Kellgren, un ostéopathe que vous connaissez, a commencé à injecter de la procaïne. Donc lui, il a développé ce qu'on pourrait appeler le wet needling, en opposition au dry needling qui veut dire poncture sèche. On parle de wet needling, c'est-à-dire qu'on va en même temps poncturer un point trigger, mais en même temps on va y injecter un produit. Donc Kellgren, lui, il injectait de la procaïne, c'est un anesthésique, directement dans le point trigger pour le désactiver. Et dans les années 1940, on a Janet Travell qui a été la première à utiliser le terme de dry needling, donc uniquement introduire une aiguille dans le point sans y injecter de produit. En 1955, il y a eu une expérience de Sola et Kuitert qui ont injecté du sérum physiologique, donc sérum salin, dans les points trigger, et ils ont simplement montré que il y avait pas de différence, donc il y avait la même valeur thérapeutique entre l'injection d'un anesthésique et l'injection d'une solution saline. Donc c'est depuis ces travaux-là qu'on a un petit peu abandonné le wet needling au profit du dry needling. Et ensuite c'est surtout Janet Travell qui, pour la petite histoire, était le médecin particulier de JFK à l'époque, et puis on la voit ici en conférence de presse sur l'état de santé du président à la Maison Blanche. JFK était un grand rachialgique, cervicalgique et lombalgique. Et c'est notamment avec lui que Janet Travell a beaucoup travaillé, parce qu'elle se rendait compte qu'il avait énormément de points au niveau de ses muscles, de points douloureux, et c'est à partir de là qu'elle a commencé tous ses travaux et toutes ses expérimentations sur les points trigger, sur le traitement manuel des points trigger et sur le dry needling. Et tout ça pour aboutir à ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle du point trigger, qui nous dit que la douleur d'origine myofaciale, elle est liée à la présence d'un point trigger dans le muscle, et que le traitement, le management de point trigger, c'est de désactiver ce point trigger avec le dry needling, donc en insérant dans le point trigger une aiguille. Et un petit peu plus tard, il y a Peter Baldry qui a développé un petit peu le dry needling superficiel, donc SDN, Superficial Dry Needling. C'est simplement insérer une aiguille au niveau de la peau, mais seulement de quelques millimètres. Donc on en reparlera de tout ça tout à l'heure. Voilà, et puis là vous voyez un petit peu sur une échelle chronologique les travaux de Kellgren, et puis surtout ici les différents travaux de Janet Travell qui ensuite a collaboré avec David Simons pour au début des années 80 la publication de leur livre sur le modèle des points trigger et le dry needling. Voilà, bon, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions sur l'historique, donc je vais passer à la terminologie et les effets du dry needling. Alors, tout d'abord, on va définir le dry needling. Le dry needling, c'est une technique qui est dite mini-invasive. Donc invasive forcément parce que ça traverse la barrière cutanée, mais mini-invasive parce qu'on le verra tout à l'heure, cette aiguille, donc l'aiguille d'acupuncture que l'on utilise, a un diamètre vraiment très très petit, souvent inférieur au millimètre. Donc on parle d'une technique mini-invasive, et donc cette procédure de dry needling, elle consiste à utiliser une aiguille d'acupuncture et à l'insérer directement dans un point trigger myofacial dans le but de le désactiver.
À partir de là, l'aiguille, elle peut avoir une taille différente. Par exemple, lorsqu'on va travailler sur un dry needling dit profond, donc le deep dry needling, on va venir mettre l'aiguille directement dans le nodule, dans le point trigger, et là on peut avoir une taille d'aiguille qui varie de 25 à 40, voire même 50 mm de longueur. Et pour le dry needling superficiel, on va utiliser des aiguilles d'une taille 10, 15 ou 20 mm. Quel est le but un petit peu du dry needling? C'est surtout d'avoir une réduction quasi immédiate de la douleur et de la douleur référée. Donc le point trigger, à partir du moment où l'aiguille elle rentre dedans, à partir du moment où il va être travaillé, il va avoir son seuil de sensibilité qui va s'abaisser et la douleur va diminuer. Et le deuxième effet recherché, c'est surtout de restaurer les différents paramètres du muscle, c'est-à-dire la contraction et la mise en tension du muscle. Parce que ceux qui connaissent un petit peu le concept des points trigger, vous savez que lorsque un muscle contient un point trigger, déjà il fait mal, mais surtout c'est un muscle qui va avoir moins de force à la contraction, et c'est un muscle qui va être dit hypoextensible, c'est-à-dire lorsqu'on va chercher à le mettre sous tension, il va y avoir une diminution d'amplitude au niveau des articulations pilotées par ce muscle. Donc les effets vraiment importants du dry needling, c'est déjà de diminuer la douleur locale et douleur référée, et de rétablir les différents paramètres du muscle, donc lui redonner ses propriétés de contraction et ses propriétés élastiques. Voilà, donc l'idée c'est vraiment repérer le point trigger, repérer le nodule, caler le petit nodule entre deux doigts et venir insérer l'aiguille directement dans le nodule. Voilà, ça c'est le principe du dry needling, et notamment du dry needling profond. C'est-à-dire que le dry needling profond, c'est insérer l'aiguille directement dans le nodule. Voilà, là vous avez un exemple sur un muscle quadriceps. Ici vous avez un exemple au niveau du rachis lombaire, et l'aiguille elle peut pénétrer suivant la profondeur. Par exemple ici au niveau du rachis lombaire, quand on veut par exemple piquer un muscle multifide, qui est le plan le plus profond au niveau lombaire, votre aiguille elle va pénétrer de plusieurs centimètres la barrière cutanée, et elle va traverser les différentes masses musculaires, les couches au-dessus du muscle cible. Alors, comment est-ce que le dry needling fonctionne? Alors, les mécanismes exacts du dry needling ne sont pas encore tout à fait connus. Voilà. On est aujourd'hui vraiment dans une phase où les études se multiplient, et aujourd'hui on sait qu'il y a des preuves, des évidences scientifiques qui prouvent des effets bénéfiques du dry needling, et en tout cas une amélioration de l'activité électrique et de l'activité chimique au niveau de ce point trigger. Donc ça, ce sont souvent des phénomènes qui se présentent autour de la plaque neuromotrice, de la jonction neuromotrice, et par exemple au niveau des effets par exemple biochimiques, vous avez par exemple une étude qui a montré qu'il y avait une nette réduction de la douleur, notamment par stimulation de différentes fibres. Vous avez également une réponse mécanique. Lorsque vous allez introduire l'aiguille au niveau du nodule, vous allez avoir ce qu'on appelle une local twitch réponse. Donc un twitch, c'est une espèce de réaction réflexe, comme une petite secousse musculaire que vous percevez très bien à travers l'aiguille, et même la main qui maintient le point, qui palpe, ressent cette réaction de twitch, et on accorde à ce twitch qui vient un petit peu casser le cycle de la douleur. Ce dry needling aurait également des effets au niveau des substances chimiques contenues au niveau du point trigger, et il diminuerait les concentrations en substances inflammatoires, notamment la substance P, les cytokines et les bradykinines, qui sont présentes en concentration relativement importante lorsqu'il y a une formation d'un point trigger. Voilà ici un petit peu la zone d'action du dry needling. Vous avez ici par exemple une plaque, une jonction neuromusculaire. Le point trigger se développe ici dans les fibres musculaires où les sarcomères restent contractés, et puis souvent vous retrouvez dans cette région-là des substances inflammatoires en concentration importante, une hypoxie. Vous retrouvez également
un déficit en énergie au niveau du muscle, ce qu'on appelle la crise énergétique au niveau du point trigger, mais vous retrouvez également une dysfonction de la pompe à calcium, et vous retrouvez également ici une très forte concentration en acétylcholine, donc qui est le médiateur qui est déversé ici au niveau de la synapse. Ici, vous avez vraiment une vue microscopique de ce qui se passe dans un point trigger. Donc, vous retrouvez ici, par exemple, des sarcomères normaux, hein, ici et là. Et là, vous avez deux fibres musculaires, qui contiennent des sarcomères en contraction, donc en knock. Et ici, vous avez l'aiguille qui va venir pénétrer dans ce point trigger. Et là, en pénétrant dans ce point trigger, il y a aussi une stimulation de ces fibres nerveuses afférentes, donc sensitives, qui vont calmer la douleur. Et ici, vous voyez, l'aiguille, elle vient en contact avec un petit sarcomère. Et il y a une petite réaction réflexe, cette réaction de twitch. Et à ce moment-là, le sarcomère va les têtes actine-myosine vont se décoller, et on va libérer un petit peu ce sarcomère qui était en contraction. Globalement, si vous voulez avoir une image un petit peu plus simple et plus schématique, un point trigger, c'est une framboise, et dans la framboise, vous avez plein de petits pépins. Et tous ces petits pépins, ça correspond un petit peu, on pourrait dire, à des sarcomères qui sont restés imbriqués. Et le but du dry needling, c'est de rentrer l'aiguille dans la framboise, et ensuite, une fois votre aiguille elle est dans la framboise, c'est de venir chercher tous ces pépins, tous ces sarcomères, comme si on voulait en fait les faire un petit peu exploser. Et tout ça permet de désactiver le point trigger. Là, vous avez quelques études qui vont illustrer mes propos. Là, vous avez par exemple une étude qui montre une diminution spontanée de l'activité électrique au niveau d'une plaque neuromusculaire après dry needling. Donc si on regarde un petit peu les résultats, on voit qu'il y a une diminution de la fréquence et des amplitudes au niveau du signal électrique, au niveau de la plaque. Et on voit également qu'il y a une diminution significative après le dry needling de la concentration en acétylcholine et au niveau des récepteurs à acétylcholine qui sont activés. Et par contre, on retrouve une augmentation de l'acétylcholinestérase. C'est en fait l'acétylcholine dégradée une fois qu'elle s'est fixée sur les récepteurs. Et cette acétylcholinestérase va augmenter après le dry needling. Donc ce qui montre bien que le dry needling va avoir une action pour réguler déjà l'activité chimique au niveau de la plaque neuromusculaire. Ensuite, dans les différents effets physiologiques, on peut les classer en 3 catégories. Les effets healing, les effets de guérison, les effets sur le point trigger et les effets antalgiques. Alors, les plus importants à mon sens, ce sont les effets directement sur le point trigger. Donc comme vous savez, le point trigger, c'est une petite partie d'un muscle où les sarcomères sont restés en contraction. Souvent, c'est lié à une dysfonction de la plaque neuromotrice. Une fois que ces points triggers sont dits activés, ils peuvent donner des douleurs locales et des douleurs référées. Cette activation, elle se fait le plus souvent par ce qu'on appelle un syndrome de overload ou overused, c'est-à-dire une surcharge musculaire, soit aiguë, soit chronique. Et il y a plusieurs études qui suggèrent que le dry needling est un traitement de choix pour désactiver ces points triggers. Alors, comment est-ce que ça fonctionne un petit peu ? Lorsqu'on va faire du deep dry needling, c'est-à-dire lorsqu'on va insérer l'aiguille directement dans le point trigger, on va obtenir cette réaction de twitch. Et cette réaction de twitch, elle va casser le cycle de la douleur, et elle va également aider à normaliser tout l'environnement chimique du point trigger, et donc diminuer un petit peu l'activité au niveau du signal électrique, et normaliser l'environnement chimique. En ce qui concerne le dry needling superficiel, ça a été, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, introduit après le dry needling profond par Peter Baldry, et lui il a tendance à dire que venir insérer une aiguille en superficie
au-dessus d'un point trigger, eh ben, ça pouvait relâcher, inhiber ce point trigger par un phénomène, par une inhibition réflexe. Là, vous voyez, sur les éléments du deep dry needling, vous avez un petit chiffre, ça fait référence à une étude que je vous montrerai plus tard. Ici, il n'y en a pas. Donc, cette action de dry needling superficielle et cette réaction réflexe d'inhibition, je dirais point d'interrogation. Il y a des choses qui se passent. Comment ça se passe, on le sait pas trop. Donc le dry needling superficiel, certainement les effets sont un petit peu encore moins connus que le dry needling profond. Voilà, ici vous avez un article qui était dans le JOSP qui montre que le dry needling réduit la douleur myofaciale liée au point trigger. Si vous avez toutes les références, si jamais vous avez envie de lire tout l'article, c'est un article relativement complet de plusieurs pages sur les différents mécanismes de réduction de la douleur suite au dry needling. Là, vous avez une revue systématique et une méta-analyse qui montrait l'efficacité des points trigger, l'efficacité du dry needling sur les points trigger dans les affections musculo-squelettiques. Donc là, vous aviez une revue systématique et une méta-analyse qui montrait, alors toujours certes à différents niveaux, mais en tout cas chaque étude de cette méta-analyse avait des effets bénéfiques sur la douleur après dry needling des points trigger. Et vous retrouvez ici un auteur que vous connaissez certainement, Joshua Cleland, qui a notamment écrit un bouquin sur les différents éléments diagnostiques et examens cliniques de l'appareil locomoteur. Donc c'est quand même quelqu'un de relativement expert dans le domaine. Et ici une autre revue assez récente de 2017, de août 2017, sur le management par le dry needling des points trigger myofaciaux, et encore une fois une revue systématique de différentes études randomisées contrôlées qui disaient qu'il y avait bien des effets positifs sur la douleur, notamment après dry needling, et surtout que ces effets étaient à court terme. Donc retenez bien, gardez ça à l'esprit, on en reparlera plus tard, des effets positifs du dry needling à court terme, et que évidemment cela nécessitait d'autres études randomisées, contrôlées, avec si possible un niveau et une qualité méthodologique un petit peu plus élevée pour pouvoir avoir des protocoles et des procédures de dry needling encore plus standardisés. Au niveau des effets antalgiques, dès que votre aiguille va pénétrer au niveau de la peau, vous allez avoir une stimulation des fibres, notamment superficielles à delta au niveau de la peau, et donc ça va avoir un effet antalgique. Il va y avoir d'autres stimulations, notamment au niveau du système inhibiteur hormonal des hormones type encéphaline, sérotonine, noradrénergique, et tout ce système fait un espèce de ce qu'on appelle le OMAS, c'est-à-dire un système antalgique opioïde, mais interne au corps. Donc voilà, toutes ces substances vont être sécrétées, notamment suite à l'activation de ces différentes fibres sensitives qui conduisent à un effet antalgique. Les effets au niveau de la guérison des tissus notamment, on s'est rendu compte notamment par échographie que quasi immédiatement après que l'aiguille soit introduite au niveau de la peau ou dans un point trigger, il y avait une augmentation significative de la perméabilité des capillaires qui produisait une vasodilatation locale assez rapide, et plus l'aiguille va être maintenue, je dirais, longtemps et peut-être même manipulée par différentes manœuvres, plus cette vasodilatation sera importante. Donc cette vasodilatation, bien sûr, elle ramène de l'oxygène au point, notamment au point trigger qui est en hypoxie et qui souffre, mais ça permet aussi d'amener des nutriments et d'amener de la vascularisation. Et qui dit vasodilatation dit aussi augmentation du flux sortant, c'est-à-dire l'évacuation par le système veineux de toutes les substances inflammatoires et de toutes les toxines qui pouvaient être contenues dans la zone du point trigger. Donc ça, c'est des effets vasculaires qui sont intéressants. Ensuite, une fois que votre aiguille elle est insérée dans le
que ce soit dans le point trigger ou dans la peau, donc en dry needling superficiel ou profond, votre aiguille elle peut être manipulée soit par des rotations sur l'axe de l'aiguille, soit par un mouvement de piston, c'est-à-dire qu'on va garder l'aiguille. On va pas ressortir l'aiguille au niveau de la barrière cutanée, mais on va la laisser dans le muscle, mais on va la faire sortir et entrer du point trigger pour aller à chaque fois viser une autre pépin de cette framboise que j'ai décrit tout à l'heure. Ces différentes manœuvres, vous aurez la possibilité de les voir en direct samedi lors du workshop. Donc là, je redétaillerai les différentes manœuvres que l'on peut utiliser avec l'aiguille, donc la rotation, le piston avec le cône, etc. Tout ça, ce sera détaillé. Il y a une autre chose intéressante qui a été retrouvée, c'est que lorsque l'on manipule l'aiguille, ça crée une espèce d'enroulement et de rassemblement des fibres de collagène autour de l'aiguille. Donc ça peut être intéressant, notamment dans certains cas de fibrose ou d'adhérence, de chercher cet enroulement tissulaire autour de l'aiguille et ensuite de mobiliser un petit peu l'aiguille pour lever un petit peu les adhérences et notamment stimuler un petit peu la réorganisation de la trame des fibres de collagène dans la bonne direction. Et lorsque vous faites par exemple quelques minutes de rotation au niveau de l'aiguille, on se rend compte qu'il y a une augmentation de l'activité cellulaire au niveau des fibroblastes. Donc on peut avoir une stimulation un petit peu à produire de la matrice de collagène, et que si on fait ça pendant plusieurs minutes, cet effet-là il va même se propager quelques centimètres à distance de l'aiguille. Donc ça c'est un phénomène qu'on appelle un phénomène de transduction du signal mécanique au niveau des fibroblastes. Donc ça aussi ça peut être intéressant lorsqu'on ne veut pas piquer directement une zone lésionnelle. Je pense par exemple à certains cas aigus où on ne veut pas les piquer directement au niveau de la zone lésionnelle, mais on peut piquer par exemple à distance, quelques centimètres à distance, et on peut quand même avoir un effet sur la zone lésionnelle. Donc ça aussi, ça peut être intéressant au niveau des processus de guérison, parce qu'il y a un travail à la fois sur le vasculaire, mais il y a aussi un travail sur les fibres de collagène. Ça peut stimuler un petit peu la guérison au niveau des fibres de collagène, et aussi en aigu, et aussi dans des cas plus subaigus ou chroniques, ça peut travailler sur les adhérences au niveau du collagène, et ça peut également travailler un petit peu sur l'orientation des fibres de collagène. Voilà, ici vous avez un exemple de dry needling profond, donc sur un muscle trapèze supérieur, et ici muscle quadriceps. Et ici vous avez par exemple un exemple de dry needling superficiel réalisé au niveau suite à une lésion au niveau des tendons des péronées latéraux. Donc vous voyez ici on a ciblé la zone de lésion, on y a mis 4 aiguilles à peu près écartées, espacées de 1 cm, et vous voyez ici l'orientation alternée des aiguilles qui sont chacune oblique de 45 degrés par rapport au plan cutané. C'est une angulation qui a été mise en évidence pour un maximum de stimulation. Et vous voyez qu'on met les aiguilles en place, donc simplement quelques millimètres au niveau de la peau, et ensuite on va chercher ce qu'on appelle la réaction d'enroulement tissulaire. Donc on va tester l'aiguille dans le sens horaire puis anti-horaire ou l'inverse, mais on va tester les deux sens, et il y a un sens on va sentir que ça accroche un petit peu, donc c'est dans ce sens-là qu'on va travailler, et ensuite on va faire des petites manœuvres pour faire lâcher les adhérences. Donc pareil, toutes ces manœuvres de dry needling superficiel et dry needling profond, elles vous seront présentées samedi lors du workshop. N'oubliez pas et gardez à l'esprit tout au long de cette conférence, et quand on parle de dry needling, que le but principal du dry needling, c'est de désactiver les points triggers, et donc de diminuer la douleur et de remettre le muscle en fonction. Ça, c'est vraiment l'élément essentiel qu'il faut garder à l'esprit. Il y a une autre chose qui est intéressante. Dans son livre, Janet Travell, elle nous dit une séance de dry needling correspond à 5 sessions de physiothérapie ou chiromassage. Alors on ne sait pas trop ce qu'elle appelait par chiromassage par exemple, mais on pourrait quand même comprendre par là que le dry needling a une action qui est quand même plus, plus puissante, peut-être plus rapide, mais aussi plus puissante
que la physio ou la thérapie manuelle, mais on aura l'occasion de revenir sur quelques études là-dessus un peu plus tard. Voilà, alors j'ai déjà vu que la barre de questions s'affolait un petit peu, alors je vais reprendre moi la barre de questions et puis regarder un petit peu... Alors, Julien, il demande comment être sûr d'être sur la structure concernée. Ça, je sais pas, Julien, si tu as l'habitude de travailler avec les points trigger. La structure, c'est déjà le point trigger du muscle. Et ça, évidemment, avant de démarrer par un traitement, tu as fait un examen bilan, tu as fait un examen avec un raisonnement clinique qui t'a amené à travailler tel muscle. Et ensuite, le muscle en question, il va être palpé. Tu vas retrouver ce nodule et tu vas piquer ce nodule. Ensuite, oui, effectivement, il y a parfois quelques centimètres à franchir et l'anatomie, elle n'est pas toujours comme dans les bouquins. Mais si un jour vous avez l'occasion de piquer, on sent vraiment la densité du point trigger. C'est-à-dire que votre aiguille, elle va pénétrer un muscle qui à la base est sain, et ensuite vous allez vraiment sentir une espèce de petite boule, un petit nodule, et ce nodule, lorsque votre aiguille elle va pénétrer dans ce nodule, on sent déjà la différence de densité, on sent même parfois cette réaction de twitch, et la poncture elle peut provoquer une douleur référée également. Ensuite, on me demande, alors si les effets sont durables, ça je répondrai à cette question de Marc un petit peu plus tard. Serge demande si le dry needling superficiel serait lié à la théorie du gate control. Alors, elle pourrait être liée à la théorie du gate control. Le dry needling superficiel, c'est la partie du dry needling où on a le moins de preuves sur le dry needling superficiel. On s'est beaucoup focalisé sur le dry needling profond et directement sur le point trigger en lui-même. Donc, mais il y a certainement une partie de gate control. Maintenant, je suis pas un spécialiste de toutes les théories de la douleur, même si je me tiens au courant de ce qui se fait. Il y a des gens, et je pense notamment à Anthony Alimi s'il nous écoute, ou Pierre Perdria, qui sont un petit peu spécialisés spécialisés dans le domaine de la douleur, et notamment dans les neurosciences de la douleur. Il serait peut-être intéressant de se rapprocher d'eux. Ils pourraient, je sais pas s'ils nous regardent ou s'ils ont l'occasion de nous mettre un petit mot sur Facebook, de voir par rapport à ce qui se passe. Alors, selon le domaine, je me demande quelle profondeur légale on a le droit d'aller. Au plus profond que tu veux. Je donnais l'exemple d'un muscle multifide. On pique un muscle multifide, on pique un muscle piriforme. À quel autre muscle profond on peut penser au niveau des muscles splénus et semi-épineux au niveau au niveau cervical. Donc oui, tu peux aller jusqu'à la profondeur que tu as besoin. Voilà, je vois que les questions défilent. Un livre sur les trigger points en français, je peux que vous conseiller le livre de Yann Delair. C'est un livre qui va bientôt sortir sur le syndrome myofascial douloureux et les techniques manuelles. Je crois savoir qu'il a un livre en dry needling qui se prépare, mais peut-être dans l'année prochaine, je pense, il faudrait peut-être lui demander. Des hystériques qui hurlent à chaque piqûre, il y a des hystériques partout, il y en a qui hurlent quand tu les masses, il y en a qui hurlent lorsque tu fais des exercices, donc il y en a bien qui hurlent lorsque tu piques. L'aiguille doit rester en place combien de temps ? Il n'y a pas de temps défini. L'idée déjà, c'est de désactiver le point trigger, et l'idée c'est de normaliser le plus possible. Donc alors on va pas traiter 20 minutes un point en dry needling, ça se compte en minutes, mais je dirais on peut avoir une idée de 3 5 à 6 minutes. Là j'ai encore une question avec tout ce qui est acupuncture, on voit après. Un patient obèse, c'est comme tout, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser ou de masser un patient obèse, c'est plus difficile d'utiliser la technique de dry needling. Alors sur les tendons, on aurait tendance à utiliser le dry needling
superficielle, mais pas si superficielle que ça, c'est-à-dire on aurait tendance à venir avec l'aiguille dans le tendon. Pourquoi ? Parce que récemment, on a décrit ce qu'on appelle les points triggers dits périphériques, c'est-à-dire des points triggers qui se localiseraient dans les tendons. Geoffrey me dit piriforme, point d'interrogation. Je dis oui, je pique le piriforme sans aucun problème. Quelqu'un me dit j'ai essayé du dry needling sur moi, donc déjà très mauvaise idée d'essayer de se piquer soi-même. Et une lipothymie, est-ce que c'est normal ? Écoute, non, ce n'est pas normal. Maintenant, je connais pas les différents antécédents que tu as, et est-ce que tu as bien fait un bon screening sur toi-même pour savoir si tu étais un bon candidat à la piqûre. Ça, je ne sais pas. Et on me dit peut-on allier plusieurs techniques dans une séance ou y a-t-il un temps de repos après le dry needling ? J'y répondrai plus tard lorsque on sera un petit peu plus avancé dans la conférence. Voilà, donc je vais attaquer la partie suivante où on va parler de la différence entre, enfin en tout cas voir s'il y a des différences entre dry needling versus acupuncture. Alors c'est une question qui est déjà revenue plusieurs fois dans la barre de chat et plusieurs fois dans les questions qui ont été posées sur Facebook. Alors, est-ce que vous pouvez faire la différence entre acupuncture à gauche et dry needling à droite ? Moi je réponds non. Pourquoi ? Parce que le dry needling utilise des aiguilles d'acupuncture et utilise donc le même matériel que l'acupuncture. Donc première source de confusion. Deuxième chose, ici vous avez une étude qui a posé la question sur les points de stimulation. Est-ce que la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture utilisent les mêmes points de stimulation que le dry needling ou inversement ? Et il y a une réponse. Ici, si on regarde les points notamment qui sont assez intéressants, on dit que les points triggers sont quand même assez significativement corrélés avec les points d'acupuncture. Il y a donc une correspondance au niveau des points. Par contre, je dirais les ressemblances s'arrêtent ici. Parce que il y a une deuxième étude qui a même montré qu'il y avait 71% de correspondance entre les points triggers et les points d'acupuncture. Par contre, les deux points sont deux choses complètement opposées. Les points d'acupuncture, ce sont des points qui sont décrits au niveau des méridiens, notamment dans la médecine traditionnelle chinoise. Les méridiens correspondent notamment au yin, au yang, à des organes, etc. Et lorsque l'on va piquer ces points d'acupuncture, on va introduire l'aiguille dans la peau, donc c'est quelques millimètres au niveau de la peau, et très rarement plus profond. Et bien souvent, on va laisser ces aiguilles en place sans les manipuler. Lorsque l'on va piquer un point trigger, déjà de 1, on va avoir identifié le muscle en dysfonction, et on va avoir identifié par notre bilan et par notre examen que tel muscle contient un point trigger, que ce point trigger est actif et donc responsable d'une partie ou de la totalité des symptômes de notre patient, et on va aller le piquer. Et là, on va aller piquer directement le point trigger, donc plus en profondeur, directement dedans, et en plus, on va pouvoir rajouter des manœuvres, des manipulations de l'aiguille au niveau du point trigger. Donc, même s'il y a des correspondances entre les points décrits, déjà d'un point de vue physiopathologique, le point trigger, il a une physiopathologie qui lui est propre, une entité physiopatho qui lui est propre, et donc il faut bien différencier les deux. Ce n'est pas du tout les mêmes choses, même s'il y a une correspondance au niveau des points. Après, on peut se poser la question, pourquoi cette correspondance ? Mais ça, c'est encore un autre sujet et un autre débat. Il y a une correspondance au niveau des points, et on utilise le même matériel. La ressemblance s'arrête là. Après ici vous avez une petite explication entre les deux. On voit déjà que le cursus pour l'acupuncture est différent. Le dry needling est pratiqué par
des kinésithérapeutes, physiothérapeutes ou ostéopathes, alors que il faut une licence en acupuncture ou une formation en acupuncture ou en médecine chinoise. Donc déjà là, c'est deux concepts différents, et il y a pas mal de choses, ne serait-ce que l'histoire de la technique. La médecine chinoise est une médecine qui est vraiment ancestrale et qui décrit ses méridiens depuis des siècles, alors que les points trigger ont quand même un historique relativement plus jeune, 1940 avec Janet Travell. Donc voilà, il y a quand même pas mal de différences entre les points trigger et le dry needling et l'acupuncture. Alors, je jette juste un coup d'œil parce que j'ai encore vu quelques... on me dit un physio espagnol avec qui je travaille ajouter un courant électrique. Alors oui, ça c'est encore une autre technique où on utilise en fait c'est pas du TENS, mais c'est du PENS, c'est-à-dire que c'est d'une stimulation électrique percutanée. Très sincèrement, il n'y a eu aucune recommandation de l'ordre par rapport à cette technique-là. L'ordre a vraiment fait état de dry needling profond. Donc ça, c'est quelque chose. Tu me demandes si je connais la technique. Oui, je connais la technique. C'est même une technique qui est enseignée dans le cursus de la David Simons Academy, mais j'en ferai pas référence ce soir. Voilà. Chapitre suivant sur le matériel. Alors concernant le matériel, évidemment il vous faut des aiguilles d'acupuncture. Des aiguilles d'acupuncture, il en existe différents types, différentes marques. Alors ici, moi j'ai pour habitude d'utiliser la marque Serin. Alors j'ai aucune action et aucun conflit d'intérêt avec eux parce que je ne vends pas d'aiguilles. Je les achète directement sur des sites internet là où c'est les moins chers. Je fais un peu comme tout le monde. Donc il vous faut des aiguilles. Il vous faut des gants d'examen. Alors ils n'ont pas besoin d'être stériles. Pour évacuer les aiguilles, il vous faut un container à déchets, donc des petites boîtes d'asserie. C'est des petites boîtes qui coûtent vraiment pas très cher, c'est quelques euros la boîte. Et ensuite, soit vous les évacuez via la pharmacie du coin, ou si vous avez un cabinet médical ou une infirmière pas loin de chez vous, vous vous mettez en accord avec elle et puis elle vous évacue ça avec le système d'asserie. Et puis il vous faut du matériel de désinfection, donc il vous faut un petit désinfectant local pour désinfecter la peau du patient, donc soit un spray désinfectant ou des petites compresses, des lingettes désinfectantes pour passer un petit coup pour nettoyer la peau de la zone qui va être piquée. Et puis il vous faut du savon pour vous laver les mains et du savon désinfectant, ou il vous faut du gel hydroalcoolique pour vous laver les mains avant de piquer. Donc voilà, rien de bien compliqué, des gants, des aiguilles, du désinfectant et un container pour évacuer les déchets. Je reviens juste sur les aiguilles et notamment au niveau de la taille des aiguilles. Si on compare un petit peu le diamètre des aiguilles d'acupuncture, on est sur des diamètres de l'ordre de, on va dire 0,20, 0,25, 0,30 mm de diamètre. Si on compare ça, une aiguille à coudre, c'est aux alentours du millimètre. Une seringue médicale, c'est aux alentours de 20 ou 30 mm. Et une allumette, c'est aux alentours de 40 mm. Il y a une autre chose. Donc, première chose, c'est un diamètre très très petit. Ça aura une influence déjà sur la sensation du patient, sur la douleur. C'est-à-dire lorsque l'aiguille va traverser la barrière cutanée, souvent le patient il sent quasiment rien. Il dit, vous avez déjà rentré l'aiguille. Par contre, il va sentir quand l'aiguille va rentrer dans le point trigger, mais beaucoup moins lorsque l'aiguille va traverser la peau et traverser les autres structures, les autres muscles sains au départ. Et la deuxième chose, si je compare l'aiguille d'acupuncture à la seringue elle a une lumière, c'est-à-dire que une fois que la seringue a pénétré la barrière cutanée, il y a un moyen de communication entre, on va dire, le intra et extra. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir y faire passer du liquide, soit en l'injectant, soit en faisant par exemple une prise de sang ou une ponction. Mais qui dit lumière dit passage intra-extra. Donc ça aussi c'est un milieu qui, entre guillemets, peut favoriser le passage de bactéries ou de microbes, donc d'infections locales, alors que nos aiguilles d'acupuncture, elles n'ont pas de lumière. Donc une fois qu'elles ont pénétré, elles ont fait, on va dire, un tout petit trou au niveau de la peau, et par contre ce trou il se fait sur une surface infime de l'ordre de, on va dire, 0,30 mm de diamètre, donc c'est vraiment une surface très petite. Donc là il y a quand même un risque de
d'infection qui est déjà limitée rien que par la taille du diamètre de l'aiguille et par le fait qu'il n'y ait pas de lumière, qu'il n'y ait pas de passage de liquide, soit de l'intra vers l'extra ou l'inverse. Alors, les aiguilles, elles peuvent avoir des tailles différentes, des aiguilles relativement petites, de l'ordre de 10, 12, 15 mm, jusqu'à des aiguilles plus longues, 100 c'est peut-être un excès, mais 50, 60 mm de longueur. Le choix de l'aiguille se fait évidemment en fonction du tissu cible. Est-ce que c'est un point trigger dans des muscles plutôt superficiels? Par exemple, tu veux aller piquer sur un muscle trapèze supérieur, ça dépend aussi de l'épaisseur. Est-ce que c'est un patient qui est plutôt sportif avec une musculature développée ou pas? Un muscle piriforme, en fonction de la masse fessière qui le recouvre, tu vas prendre une aiguille plus ou moins longue pour y aller. Et on conseille d'utiliser des aiguilles d'acupuncture avec un tube, un guide. Tout simplement parce que déjà de 1 l'application est plus facile, notamment lorsque l'on débute, et puis la présence de tubes va minimiser la douleur. Ici vous avez par exemple toute la gamme de chez Serein, c'est relativement bien fait. Là vous avez les types S, donc ce sont des aiguilles avec des guides. Toute cette gamme là possède un guide et il y a un code couleur. Là vous avez les aiguilles les plus petites et les plus fines jusqu'aux aiguilles marron qui sont les aiguilles avec un diamètre le plus élevé et une longueur le plus élevé. Je dirais en pratique, lorsqu'on va faire un dry needling profond, on va utiliser des aiguilles d'un diamètre de 0,30 voire 0,35. Plus l'aiguille est longue, plus on conseille d'avoir un diamètre un petit peu plus élevé. Donc celle qu'on utilise, si vous décidez de vous lancer dans le dry needling ou de tester avec certains de vos patients ou vos proches, famille, amis, par exemple après la web formation ou le workshop, si tu as envie de piquer l'un ou l'autre point trigger que tu as l'habitude de traiter manuellement. Le dry needling profond, on utilise souvent des 0,30 par 30, 0,30 par 40, ou 0,30 par 50. Quand on monte au-delà de 50 mm, ce sera une 0,35 par 60. Et donc là, le code couleur, ce sont les marrons. Et pour le dry needling superficiel, on utilise des aiguilles plus fines, donc des 0,16 de diamètre par 30 ou par 15 de longueur. Ça, c'est le code couleur rouge. Donc 0,16 de diamètre et soit 30 ou 15 mm de longueur. Et il y a encore celle que vous avez vue sur la diapo précédente, les vertes qui ne sont pas reprises sur cette photo, qui ont encore un diamètre plus petit, qui sont d'un diamètre de 0,14. Voilà pour le matériel, rien de bien compliqué. Il y a une erreur dans les 2 derniers diamètres. Alors attendez, je vais regarder ça tout de suite. De quel diamètre vous parlez, Serge ? Tu peux juste me redire si tu... Je vois que Serge a mentionné que j'avais peut-être fait une erreur. Alors c'est pas 2,8 cm de diamètre. Erreur dans le tableau, je pense. Si tu peux juste me dire de quel tableau tu... Non, c'est 0,25 mm de diamètre. C'est une moyenne, il y a un point. Donc 0,25 mm de Alors attention, là on me pose une question. Quand il s'agit de sciatalgie, on pique dans le nerf. Je n'ai jamais parlé que l'on allait piquer directement dans un nerf. C'est contre-indiqué. Donc je parle évidemment, il y a un risque de piquer directement dans le nerf. Donc attention, première remarque sur laquelle je rebondis, on ne pique jamais dans un nerf. Voilà, je n'ai jamais mentionné à aucun moment que l'on piquait dans un nerf. Je dis bien on pique dans un point trigger, on pique dans un muscle, muscle, tendon, éventuellement ligament, mais on reste vraiment focalisé dans le ligament. Vous parliez au niveau de la seringue médicale, effectivement, il y a peut-être une erreur de virgule, c'est peut-être 2,85 mm. Je regarderai à nouveau pour éventuellement corriger. Désolé pour l'erreur. Mais au moins il y a des gens qui, des gens qui suivent. Ça fait plaisir.
Alors, voilà, concernant le matériel, alors je mets juste la fenêtre de chat sur le côté. Hop. Et je reprends tout de suite la suite de la présentation. Alors concernant maintenant les précautions et les contre-indications lorsque l'on va utiliser le dry needling. Alors j'ai du mal à fermer la barre de chat. Voilà. Quand on veut faire plusieurs choses à la fois. Alors, je vais distinguer les contre-indications absolues et les contre-indications relatives. Les contre-indications absolues, c'est drapeau rouge, c'est-à-dire il y a interdiction formelle de piquer. Drapeau jaune, c'est relatif, donc ce sera au jugement du clinicien. Et drapeau vert, il n'y a pas de contre-indication, on peut aller piquer en toute sécurité. Alors, les contre-indications absolues. Alors, les contre-indications absolues, c'est déjà le patient qui a la phobie des aiguilles. Le patient qui vous dit, tiens, moi j'ai peur des aiguilles, j'ai la phobie des aiguilles, on ne le pique pas. Lorsque vous allez présenter la technique à votre patient, vous allez lui expliquer que vous allez le piquer avec une aiguille et piquer directement son point trigger. Si le patient refuse, je fais un parallèle par exemple aux manipulations. Si le patient refuse d'être manipulé, il ne doit pas être manipulé contre sa volonté. Si le patient refuse d'être piqué, on ne doit pas le piquer. Encore une fois, c'est pas comme si on n'avait pas d'autre alternative. Si le patient est phobie des aiguilles ou s'il refuse d'être piqué, on a encore l'alternative du traitement manuel. Si le patient il est dans l'impossibilité de donner son consentement parce que c'est un enfant, parce que c'est un patient avec des troubles mentaux ou psychologiques, si on ne peut pas avoir le consentement du patient, on ne pique pas. Les situations d'urgence médicale, évidemment toutes les urgences médicales aiguës, un patient qui vient avec des troubles du rythme cardiaque, des troubles de tension hyper ou hypotension artérielle, qui vient dans un état fébrile avec de la fièvre. Voilà, toutes les situations médicales et notamment urgences ou aiguës, on va s'abstenir de piquer. Et les patients présentant des œdèmes lymphatiques. Les patients qui présentent des œdèmes lymphatiques, lorsque l'on va piquer à travers l'œdème, la présence d'un œdème lymphatique augmente le risque d'infection. Donc quelqu'un qui présente des lymphœdèmes, on ne va pas le piquer. Et toutes ces contre-indications absolues, vous les retrouvez dans différentes études d'auteurs, donc Filchi, Godman et Hall, Lazap, White et Hall, qui ont repris ces différentes contre-indications. Concernant les contre-indications relatives, alors nous avons les troubles de la coagulation et notamment l'INR, donc ça je reviendrai tout de suite après dessus. Le système immunitaire altéré, donc des gens qui ont par exemple suivi une chimiothérapie ou qui ont des pathologies auto-immunes, toutes les pathologies qui peuvent altérer leur système immunitaire et donc réduire leur défense immunitaire, ils sont à même d'avoir un risque d'infection un peu plus élevé. Encore une fois, le dry needling n'a pas de très gros risques d'infection, mais il faut en tenir compte. Des patients avec des gros troubles vasculaires, par exemple des grosses varices, ces patients-là peuvent être piqués, mais avec beaucoup plus de précautions et de sécurité que d'autres. Le diabète, pareil, les patients sont sujets à un peu plus de modifications tissulaires avec le diabète. La grossesse, j'y reviens juste après également. Alors les enfants, les enfants qui ne sont pas, jusqu'à 18 ans, donc tous les enfants, les mineurs, voilà, je cherchais le terme, pardon, les mineurs, lorsque vous allez décider de piquer un enfant mineur, vous devez avoir le consentement de l'enfant, mais aussi des parents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que l'enfant il soit capable de comprendre un petit peu ce qu'on va lui dire et ce qui va se passer. Il doit aussi être capable de rester immobile, on va dire, durant la séance de dry needling, parce que s'il s'agite, ce sera pas possible de le faire. Donc, dans ce qu'on retrouve un petit peu dans la littérature, on dit qu'on commence à piquer les enfants, allez, je dirais entre 13 et 15-16 ans.
Là encore une fois, il faut bien avoir le consentement de l'enfant et surtout le consentement des parents lorsque vous voulez faire du dry needling chez des enfants. Il faut faire attention aux gens qui font des crises d'épilepsie. Il y a eu certains cas rapportés que le dry needling pouvait déclencher des crises d'épilepsie. Là aussi, si vous avez un patient qui est grand épileptique, on va peut-être s'abstenir de piquer. Maintenant, s'il fait une crise d'épilepsie et que la dernière remonte à 6 ans ou plusieurs années, ce sera peut-être moins important. Les troubles psychologiques qui sont liés à ça, soit à la compréhension de la technique, soit au fait que le patient ne peut pas rester en place d'une manière, on va dire, relativement calme, ou des troubles mentaux ou du comportement qui fait que le patient ne peut pas vous donner son consentement. Attention aux allergies. Regardez à chaque fois bien sur les boîtes des aiguilles que vous achetez, quels sont les métaux qui composent vos aiguilles, et demandez à vos patients s'ils ne sont pas allergiques à ces métaux. Alors, je reviens sur les troubles de la coagulation. Alors, dans les différentes recommandations que l'on retrouve, les recommandations du CNO, les recommandations de l'association suisse de dry needling et des recommandations dans d'autres études scientifiques, on recommande de ne pas piquer un patient qui a un INR supérieur à 1,5. Donc, on peut piquer un patient qui a un INR inférieur à 1,5. L'INR, c'est un indice qui vous donne un petit peu l'indice de coagulation pour des patients qui sont sous anticoagulants oraux. Donc c'est des patients qui prennent les médicaments que vous avez à l'image, donc la coumadine, le Préviscan, le Syntron et le mini-Syntron. Ça sont donc des anticoagulants oraux que les patients peuvent prendre pour d'autres pathologies, soit en préventif, soit en curatif. Ce qu'il faut savoir, et ça j'en ai discuté à plusieurs reprises avec des médecins généralistes, lorsque ces patients sont sous anticoagulants oraux, l'objectif médical de l'INR est d'être supérieur à 2. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, pour avoir une anticoagulation qui est suffisante, on mesure l'INR et cet INR doit être supérieur à 2. Suivant les pathologies, ça peut être même 2, 2,5, 3, mais donc le minimum c'est 2. Pour le médecin généraliste qui met son patient sous INR, un patient qui est à un INR de 1,5, il est insuffisamment anticoagulé. Donc il va le revoir ou le rappeler par rapport à sa prise de sang et il va lui augmenter sa dose. Donc nous, on a une fenêtre, on va dire, de piqûre assez restreinte là-dedans. Parce que déjà de 1, il vous faut un INR qui a moins de 24 heures, parce que l'INR est quand même assez fluctuant, donc il faut que son patient ait fait une prise de sang dans les 24 heures. Et il faut que l'INR soit inférieur à 1,5. Autrement dit, il faut qu'il soit mal anticoagulé. Donc vous, si votre patient y vient, il a une prise de sang de la veille avec un INR inférieur à 1,5, à l'instant T, vous pouvez le piquer. Mais si c'est pas déjà fait, le médecin traitant a soit vu la prise de sang et a appelé son patient, et si c'est pas le cas, passez un petit coup de fil à son médecin traitant en disant, écoutez, votre patient il est sous anticoagulants oraux et il a un INR à 1,3, 1,4, et le médecin traitant il va dire, ok, il faut tout de suite que je lui augmente la dose. Si vous avez un doute, si votre patient prend ces médicaments que je vous ai cités et que vous avez un doute, passez un coup de fil au médecin traitant et voyez avec lui si le needling, la poncture, par rapport à ses pathologies qu'il présente et à son traitement anticoagulant, est-ce que c'est une contre-indication ou pas. Voilà. Dans tous les cas, si votre patient vous dit qu'il prend des anticoagulants, on ne pique pas un patient qui a un INR supérieur à 1,5. Ça, c'est vraiment un drapeau rouge. En dessous de 1,5, on peut y aller, mais je pense qu'on n'aura que de rares cas parce que son traitement anticoagulant va vite être réglé. Deuxième chose, la grossesse, et j'ai déjà vu qu'il y avait une question sur la grossesse tout à l'heure. Alors, on peut utiliser le dry needling chez une femme enceinte, sauf sur les muscles trapèze supérieur, muscles fessiers, muscles piriformes,
muscles solaires et muscles du pied. Pourquoi ? Parce que tous ces points que je viens de décrire, ce sont des points notamment qui se situent sur le méridien de l'utérus et qui ont avoir pour vocation de stimuler l'utérus. On dit même de certains des points que je viens de mentionner que ce sont des points avortifs, donc on ne va pas du tout aller les stimuler. Faites même attention, par exemple, lorsque vous allez traverser le muscle trapèze supérieur pour aller piquer un muscle en dessous, hein, on ne traverse pas un muscle donc, que je viens de citer avec une aiguille d'acupuncture. Par contre, si cette patiente enceinte est lombalgique avec un muscle longissimus multifide, on peut piquer. Et si elle a d'autres problèmes pour, je ne sais pas, sur une épaule par exemple, on fait bien attention de ne pas passer à travers le trapèze supérieur. Si c'est un muscle infraépineux ou deltoïde ou une autre pathologie, une épicondylite ou problème de membre inférieur, on peut piquer sans problème. Voilà, donc attention, ne pas piquer les muscles trapèze sup, fessiers, piriformes, solaires et les muscles du pied. Finalement, avec ces contre-indications relatives, c'est le thérapeute qui doit déjà déterminer le but de son traitement et il doit évaluer le bénéfice-risque du dry needling pour choisir entre le traitement invasif, c'est-à-dire dry needling, ou le traitement non invasif, le traitement manuel. N'oubliez jamais que on a toujours une alternative entre manuel versus aiguille. S'il décide d'opter pour le dry needling, il va choisir entre le dry needling superficiel et profond. Ensuite, il va expliquer au patient ou à la patiente la technique utilisée et les risques potentiels. Et il doit évidemment obtenir le consentement du patient pour pouvoir utiliser le dry needling. En termes de précaution et d'hygiène, on va utiliser des aiguilles stériles à usage unique et jetable. Il faudra, avant de piquer, désinfecter la zone à traiter, se laver et se désinfecter les mains, donc soit par un lavage de mains, soit par une solution hydroalcoolique, et puis porter des gants au singulier ou au pluriel. Il faut en porter au moins un, c'est sur la main qui va, on va dire la main qui palpe ou la main qui fixe le point trigger, parce que s'il y a un petit saignement, au moins cette main-là est couverte. Certains préconisent d'utiliser un deuxième gant pour la main qui tient l'aiguille. Voilà, moi personnellement, je suis pas toujours très à l'aise avec le gant et l'aiguille. Il y a un moins bon ressenti au niveau de l'aiguille lorsqu'on l'emporte un gant, mais voilà, porter au moins un gant, voire deux, obligatoire pour la main qui palpe, en tout cas la main qui est posée directement. S'il y a une petite éclaboussure de sang ou quoi, c'est avec cette main-là que vous allez réagir. Et évidemment, si vous avez un patient qui a par exemple une maladie transmissible par le sang, là évidemment vous allez porter deux gants. C'est les seuls cas où on va porter deux gants. Ici vous avez un petit tableau qui reprend un petit peu les différents risques associés avec la poncture. Alors vous avez des risques qui sont dits communs ou fréquents. Alors quand on dit commun ou fréquent, c'est de 1 à 10 sur 100. Et là on retrouve un petit saignement. Oui, il n'est pas rare que lorsque tu retires l'aiguille, il y a une petite goutte de sang qui sort. Tu prends une petite compresse, tu appuies dessus pendant 30 secondes ou une minute et ça s'arrête. Il peut y avoir un petit hématome et une petite douleur au niveau du site de la ponction. Ensuite, il y a des phénomènes qui sont dits un peu moins communs ou moins fréquents encore. C'est de l'ordre de 1 à 10 sur 1000. Donc là, ça peut être une réaction inflammatoire, une réaction douloureuse un peu plus marquée, un peu plus forte. Ça peut être une irritation du nerf, une lésion du nerf, des maux de tête, fatigue, vertige et nausées. Des complications un petit peu plus rares de l'ordre de 1 à 10 sur 10 000. Donc l'infection, une rougeur, une modification de la pression artérielle, inconscience ou trouble de la conscience, tachycardie, troubles respiratoires, vomissements, et des complications qui sont dites très rares, moins de une fois sur 10 000, le pneumothorax, une aiguille qui casse, une aiguille qu'on oublie, une infection non plus locale mais vraiment systémique, des troubles de la parole et une désorientation. Donc on voit que les troubles, on va dire les plus communs, ils sont vraiment relativement faibles.
Ici, vous avez évidemment un cas rapporté d'un pneumothorax iatrogène donc on a fait un pneumothorax en utilisant le dry needling lorsqu'on a piqué des muscles de la région thoracique, et donc du coup ils ont reporté le cas et ils ont donné des consignes de sécurité lorsque l'on va utiliser le dry needling dans la région thoracique. Donc ils disent la chose suivante: lorsque vous piquez des muscles de la région thoracique, vous traitez de manière unilatérale. Donc peu importe si vous avez des muscles à droite et à gauche, vous faites une séance sur le côté droit et une deuxième séance que sur le côté gauche. Pourquoi ? Parce que si vous avez vraiment pas de chance, le pneumothorax unilatéral, c'est une urgence médicale relative, alors que le pneumothorax bilatéral, c'est une urgence médicale absolue. Donc là, voilà la règle de sécurité lorsque l'on pique au niveau du thorax, dans la région pulmonaire. Tout ce qui est en projection des poumons, on pique de manière unilatérale. Donc d'abord une séance pour les points d'un côté et une séance suivante pour les points de l'autre. Ici, vous avez une étude qui est assez récente, là, de 2017, où ils ont, et j'ai vu qu'il y avait une petite question, on parlait du in vivo. Ici, vous avez une étude qui a été faite sur les muscles piriformes sur des cadavres. Et en fait, on a demandé à plusieurs praticiens de venir piquer les piriformes au niveau sur des cadavres, donc, et on leur a demandé de venir mettre l'aiguille dans le point trigger qui se situe au niveau du tiers médial du muscle piriforme. Et on a demandé de faire du côté droit, du côté gauche, et sur plusieurs cadavres, et avec plusieurs opérateurs. Et les résultats sont quand même relativement bons, parce qu'on dit, voilà, il y a eu 19 piqûres, et 16 sur 19 étaient au bon endroit, donc déjà dans le muscle piriforme, et aucune poncture n'est allée irriter le nerf sciatique. Donc eux, ils concluent en disant, voilà, un physiothérapeute ou un kinésithérapeute qui est formé et qui maîtrise le concept des points trigger et qui est formé au dry needling, il a une bonne palpation et il a une bonne expertise déjà pour trouver le muscle piriforme, pour trouver l'endroit qu'il doit piquer, et il est capable de bien choisir la taille de l'aiguille par rapport au corps qui est proposé, et son aiguille, elle va bien dans le piriforme dans 84% des cas, et personne n'a jamais piqué dans le muscle, dans le nerf sciatique. Donc je répète encore une fois par rapport au com que j'ai vu plus haut, on ne pique jamais, le nerf n'est pas une cible du dry needling. Voilà, on doit respecter cette structure. Donc quand même, pour vous montrer qu'avec une bonne connaissance anatomique, une bonne palpation et une bonne maîtrise de la technique, on peut pratiquer le dry needling en toute sécurité. Voilà, alors je vais regarder s'il y a quelques questions, et puis on va avancer dans ça. Alors attention, oui, on parle du matériel d'ostéosynthèse. Le matériel d'ostéosynthèse, notamment la pose par exemple d'une prothèse de hanche ou de genou ou d'épaule fraîche. On va dire, on laisse en général une période de 6 semaines dans laquelle on ne pique pas. Pourquoi ? Parce que la présence de matériel d'ostéosynthèse diminue les défenses immunitaires locales. Mais c'est temporaire. C'est dans une période, on va dire, d'à peu près 6 semaines après la pose de la prothèse. Alors on me demande, idem pour les autres coagulants, 3 petits points. Très sincèrement, ça c'est un débat qu'il faudrait avoir, et je pense qu'il faudrait qu'un jour on se penche dessus, parce que les anticoagulants oraux sont l'indice de coagulation est mesuré par l'INR. Par contre, d'autres anticoagulants, par exemple injectables, ils sont mesurés notamment au niveau des plaquettes. Mais par contre, là, il n'y a pas de données dans les recommandations. Donc, pas de recommandation. Est-ce qu'on peut sous-entendre pas de recommandation, pas de risque ? Point d'interrogation. Annelise, elle dit, il faut forcément avoir une prise de sang récente. Alors, il faut avoir une prise de sang récente si ton patient prend des anticoagulants oraux.
Donc les médicaments que j'ai cités précédemment. Voilà. Donc là encore une fois, s'il y a un doute, on dit traitement manuel des trapèzes chez la femme enceinte, c'est pas risqué. Alors le traitement manuel est forcément moins risqué que le traitement par dry needling, parce que je pense moins puissant. Et il y a beaucoup de correspondance entre l'acupuncture et le dry needling. Comment savoir si on n'est pas une stimulation néfaste? Il faut tout simplement éviter de stimuler le méridien de l'utérus, parce que c'est celui-là qui risque de poser problème chez la femme enceinte. Et donc il faut repérer les points méridiens de l'utérus. Et comme j'ai mentionné, les muscles que j'ai mentionnés tout à l'heure se trouvent sur le méridien. On me dit... Alors voilà, on a une experte, Corinne, qui vient et qui nous dit qu'il y a des nouveaux anticoagulants oraux qui n'ont pas de surveillance INR, donc à contre-indiquer certainement, ou à faire avec beaucoup de prudence en tout cas. Mais je pense que l'ordre, ce serait peut-être une bonne chose que l'ordre nous donne des recommandations, notamment sur d'autres types d'anticoagulants, soit les nouveaux anticoagulants oraux ou les anticoagulants injectables. Voilà, merci Corinne de ton intervention. Je vais poursuivre avec les suites du dry needling. Alors quand je dis suite, je veux pas dire effet secondaire, mais c'est un petit peu ce qui se passe après la séance. N'oubliez pas ce qu'a dit Janet Travell. Elle a dit voilà, une session de dry needling, c'est globalement 5 séances de physio ou de chiromassage. Donc le dry needling induit une réaction post-thérapeutique. Cette réaction post-thérapeutique, elle est décrite souvent comme des douleurs de type courbature, contusion, bleue, souvent localisées autour du site qui a été piqué. Ça débute 4 à 6 heures après le dry needling. Les douleurs, cette réaction est maximale 24 à 48 heures après le dry needling et disparaît en général de 3 à 5 jours après le dry needling. Comment diminuer cette réaction post-thérapeutique ? La première chose, c'est de rassurer le patient et de lui expliquer ce qui va arriver, que cette réaction post-thérapeutique, elle est tout à fait normale. L'hydratation, on conseille souvent dans le traitement, que ce soit manuel ou de dry needling, des points triggers, on conseille souvent aux patients de bien s'hydrater, donc boire de l'eau évidemment. Pourquoi ? Parce que vous avez toutes les substances chimiques et toutes les substances inflammatoires, toutes les toxines qui étaient contenues dans le point trigger qui vont être évacuées dans la vascularisation. Donc on va aussi les évacuer. Et ensuite, alors ça c'est propre à moi-même, c'est un petit peu mon exercice de tous les jours. Est-ce qu'on doit combiner ça avec des exercices actifs ou des exercices de type form roll, voire même du kinésio-tapping? Là je mets des points d'interrogation. Ce sont des pistes à explorer, mais aujourd'hui on n'a pas d'études qui mentionnent l'utilisation de ce genre de technique, notamment pour réduire la réaction post-thérapeutique. Alors sur la réaction post-thérapeutique, vous avez par exemple ici une étude qui va s'intéresser aux différentes caractéristiques, différences entre les sexes et facteurs associés. Donc on a piqué des sujets 30 hommes et 30 femmes, et on a déjà étudié les caractéristiques de cette réaction post-thérapeutique, donc qui sont, comme j'ai été décrit tout à l'heure, donc douleur type contusion, courbature bleue. Ça a montré que cette réaction de douleur était présente chez tous les sujets après le dry needling, et il a été montré que les femmes avaient une intensité de douleur post-thérapeutique supérieure aux hommes. Bon, il n'y a qu'une seule étude qui mentionne ça, mais c'est peut-être à noter. Deuxième chose, c'était l'association de la compression ischémique. Donc c'est une technique manuelle qui consiste à comprimer le point, de combiner cette compression ischémique après le dry needling. Et là les conclusions étaient de dire que cette compression ischémique permettait de réduire
la durée et l'intensité de la douleur post-needling. Donc ça peut être intéressant de combiner le dry needling et ensuite une technique manuelle pour réduire l'intensité et la durée de la réaction post-thérapeutique. Ici, vous avez une autre étude que j'ai trouvée aussi très intéressante et aussi récente, donc de 2017, sur le rôle des facteurs psychologiques sur la perception de la douleur post-needling. Alors, des auteurs se sont posé la question de 4 critères, le catastrophisme, la kinésiophobie, l'anxiété de la douleur et la peur de la douleur. Et ils ont, par l'intermédiaire de questionnaires, de scores et d'échelles visuelles analogiques, ils ont regardé si les patients avaient ces différents critères, et ensuite ils ont mesuré la douleur après le traitement, et ils l'ont mesuré après à 6, 12, 24 et 48 heures, et ils ont vu un petit peu l'évolution de la douleur. Ce qui ressort, ensuite ils ont fait évidemment une analyse statistique de tout ça, et ce qui ressort, c'est que l'anxiété, donc l'anxiété autour de la douleur, était le critère où les gens avaient le plus de douleur post-thérapeutique. Et le catastrophisme, c'était... Alors j'ai les résultats normalement juste sur la page suivante, voilà. Le catastrophisme, c'était le facteur qui était lié avec le plus faible niveau de douleur post-thérapeutique. Donc eux, ils montraient que les différents facteurs psychologiques avaient une influence là-dessus. Le plus important, c'était l'anxiété au cours de la douleur. Ensuite, il y avait la peur de la douleur, la kinésiophobie, et le facteur qui avait le moins d'importance, c'était le catastrophisme. Donc peut-être, et là aussi, je lance un petit message, par exemple, à des gens comme, je pense à Pierre Perdria, qui est un spécialiste au niveau du mindfulness. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des techniques, je dirais, entre guillemets, comportementales à utiliser, notamment pour réduire un petit peu cette anxiété autour de la douleur, pour diminuer un petit peu le niveau d'anxiété des patients et avoir moins de réactions douloureuses post-thérapeutiques. Ce serait peut-être intéressant de poser la question. Pierre, si tu écoutes ou si tu vois le replay, envoie-moi un message, dis-moi ce que tu en penses. Ici, on avait une étude sur le stretch and spray. Alors le stretch, c'est compliqué à dire, surtout que ça fait longtemps que je parle. Le stretch and spray, c'est mettre le muscle qui contient un point trigger en étirement et passer un spray froid dessus. Ça a été une technique qui a été à un moment donné développée il y a très très longtemps, mais qui a été assez vite abandonnée. Et là, on l'a dit, tiens, est-ce que le stretch and spray aurait une influence sur cette douleur post-thérapeutique et sur la sensibilité après le dry needling? Résultat pas terrible, pas d'influence sur la douleur post-thérapeutique, peut-être à très court terme, c'est-à-dire dans les 6 heures, mais comme on sait que la réaction post-thérapeutique, elle commence seulement 4 à 6 heures après, pas grand intérêt. Donc on peut se poser la question, est-ce que le froid seul ou... Donc le froid seul ou les étirements seuls, mais là il n'y a pas d'études qui à ce jour sur la question. Voilà, ça c'était voilà, on vous montre le stretch and spray a un effet inférieur à 6 heures, mais autrement il n'y a pas d'autres modifications. Et une de leurs conclusions, c'était de dire qu'il y a certainement des facteurs psychologiques qui doivent être en relation avec la douleur post-thérapeutique. Voilà, je jette un coup d'œil un petit peu aux questions et puis on va s'attaquer à la dernière partie sur la littérature. Alors, je remonte un petit peu, donc la femme enceinte, c'était fait, les l'INR. Alors, cela demande grande précision car si on pique à côté, aucun résultat. Technique M-test ou ventouse, englobe cryo, point... bon, attention, il ne faut pas non plus... Olivier, il dit qu'il faut une précision. Alors, grande précision, il faut une précision. Celui qui fait du dry needling, il doit bien connaître l'anatomie palpatoire, et ensuite la poncture doit être précis. Mais je dirais celui qui fait du traitement manuel des points trigger, il doit également être précis lorsque tu utilises des techniques articulaires, et je pense par exemple à des techniques de type Maitland, pavements, il faut être précis. Je dirais la précision, c'est certainement une qualité
de ce que l'on a qu'on a besoin dans nos traitements. Geoffrey me demande le temps moyen de compression. Alors cette compression ischémique, elle a dans un premier temps été décriée dans le traitement manuel des points trigger parce que elle majorait un petit peu la stimulation. Dans les études, les temps de cette compression vont de 30 secondes à 1 minute. Après, je pense qu'il serait aussi intéressant de voir quel est l'effet de la compression rythmée alternée sur cette douleur post-thérapeutique. Voilà, on va passer à la partie, littérature scientifique, parce que dans le BP, on a la triade attente du patient. Donc ça, on peut supposer que l'attente du patient, ce soit d'avoir moins mal, de retrouver de la mobilité ou de la force musculaire. Vous avez la partie expertise du clinicien. Ça, il faut que le clinicien soit, si on l'applique au dry needling, il faut que le clinicien soit formé au dry needling et que il ait une bonne précision et une bonne palpation, une bonne connaissance des points triggers et aussi une bonne connaissance, on va dire, des différentes preuves scientifiques. Alors, je prétends pas du tout vous faire une revue exhaustive de la littérature scientifique. J'ai voulu vous présenter quelques articles de la littérature scientifique, déjà pour différentes régions du corps, voir est-ce qu'il y a des zones qui marcheraient un petit peu mieux que d'autres, et surtout me baser sur la littérature la plus récente, donc vraiment essayer d'être sur des études les plupart sont de 2017, parce que si vous tapez dry needling dans les différents moteurs de recherche, dans PubMed, dans Cochrane, etc., vous avez des centaines et des centaines d'articles. Alors, voilà. Alors, première question qu'on peut se poser, est-ce que c'est du placebo ou est-ce qu'il y a un effet placebo? Donc bon, forcément, il y a certains effets placebo dans le dry needling, ça c'est évident, mais on a quand même pas mal d'études, alors à la fois sur les humains et sur les animaux, qui ont montré des effets physiologiques spécifiques liés au dry needling, et je pense qu'on a déjà vu quelques effets dans la partie effet du dry needling, on a déjà vu quelques études. Concernant l'effet placebo, on a tendance à attribuer en tout cas l'effet placebo du dry needling au protocole qui entoure un petit peu le dry needling. C'est-à-dire que lorsque vous allez effectuer le dry needling, vous allez en parler à votre patient, vous allez lui demander son consentement, lui expliquer comment ça se passe, etc. Donc là déjà il se dit, oula, tiens, il se passe un truc, on me demande mon avis, si je suis d'accord, c'est peut-être un peu plus poussé. On pourrait comparer ça entre guillemets à comme une intervention chirurgicale, quand on vous explique un petit peu tous les effets secondaires, les effets indésirables, comment ça va se passer, etc. Et puis ensuite, il y a le protocole, c'est-à-dire que voilà, vous allez vous laver les mains, vous désinfectez les mains, vous désinfectez la peau du patient, vous préparez votre matériel, vous mettez vos gants, etc. Donc du coup, il y a un petit peu un protocole, une procédure, et ça peut avoir un effet placebo sur votre patient. Bon, à côté de ça, on m'avait posé des questions, et j'avais dit que j'en reviendrai tout à l'heure, sur le traitement manuel versus dry needling. Donc là, il y a une étude de janvier 2017 qui compare la technique de pression manuelle et la technique de dry needling sur les points triggers, notamment au niveau des cervicales et de l'épaule. Globalement, les conclusions nous disent que les deux techniques apportent une amélioration et que le dry needling aurait un petit peu des meilleurs résultats, c'est-à-dire une amélioration un petit peu plus rapide et un petit peu plus durable dans le temps que le traitement manuel. Rassurez-vous, les deux ont une efficacité. Simplement cet essai clinique randomisé nous disait, voilà, on a une efficacité qui est un petit peu plus rapide et un petit peu plus à long terme avec le dry needling. Ici, vous avez une deuxième étude de 2015 qui conclut la même chose, que l'on peut utiliser à la fois la compression ischémique et le dry needling dans le management, donc dans le traitement d'un point trigger du trapèze supérieur dans les problèmes cervicaux. Même conclusion. Et là, par contre, ils mettaient les techniques, on va dire presque au même niveau. Ici, je vous ai une étude encore de juin 2017 sur le syndrome fémoro-patellaire, où on a appliqué le dry needling au niveau du vaste médial et vaste latéral. Par contre, là, les conclusions n'étaient
pas réellement très bonne très bonne. Il n'y avait pas de différence significative au groupe qui avait de la thérapie manuelle et des exercices, et au groupe qui avait de la thérapie manuelle, des exercices et du dry needling. Là aussi, on peut s'interroger. Ils ont eu que 3 séances, donc 3 sessions de dry needling. Est-ce que c'était suffisant ? On sait pas trop. Donc, dans le syndrome fémoro-patellaire, on va dire des effets entre guillemets mitigés du dry needling. Dans la lombalgie, ici vous avez une étude en simple aveugle randomisée contrôlée de 2017 sur l'effet du dry needling sur les douleurs lombaires chez des patients avec présentant des hernies discales. Et donc on a utilisé plusieurs protocoles, ce qu'ils appellent plusieurs niveaux de traitement, et ils ont montré que le dry needling avait des effets intéressants sur la douleur, parce que ça diminuait la douleur et ça diminuait le nombre de points trigger, et il rapporte également que ça diminuait la kinésiophobie des patients. Donc ça, c'est quand même intéressant, et je pense aussi que le fait de travailler sur les points trigger, notamment au niveau des muscles lombaires, lever les points trigger, ça veut dire diminuer la douleur, et ça veut aussi dire restaurer les paramètres du muscle. Donc derrière un muscle qui peut mieux se contracter, mieux s'étirer, donc meilleure mobilité, ça peut aussi améliorer, en tout cas lutter contre la kinésiophobie, qui est un symptôme assez fréquent chez les patients lombalgiques. Ici, on avait une étude alors plus récente, c'est de janvier 2018, qui encore une revue systématique, plus une méta-analyse du dry needling chez des patients avec simplement low back pain, donc une simple lombalgie, pas forcément avec une hernie discale comme l'étude précédente. Et ici, il y a une conclusion que moi je trouve assez intéressante. Il y a ils appellent ça une évidence modérée sur l'utilisation du dry needling, mais par contre ils disent qu'il y a une meilleure efficacité lorsque le dry needling est associé à d'autres thérapies. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant de voir le dry needling comme quelque chose qui permet de désactiver les points trigger, et surtout permettre aux muscles de travailler dans de meilleures conditions, et certainement faire travailler le muscle par la suite après le dry needling. Ça, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant, et j'ai l'impression que c'est les études vers lesquelles on se tourne maintenant vont commencer à combiner les différentes techniques. Au niveau de la douleur plantaire, là on avait une méta-analyse de 7 études randomisées, et elle montre que le dry needling, encore une fois, diminue la douleur au niveau de la fascite plantaire, mais qu'il y a encore d'autres études de meilleure qualité devraient être produites. Ça, c'était en 2017, et là sur les fascites plantaires, il y avait une étude randomisée en 2011, et eux ils disaient que ils avaient besoin d'autres éléments en faveur du dry needling, parce que les résultats n'étaient pas statistiquement significatifs. Sur l'épicondylalgie latérale, là on a une étude prospective contrôlée qui nous fait état du traitement des épicondylalgies latérales par dry needling. Et attendez, je suis allé un peu trop vite. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Oui. Ici, ils ont notamment comparé ça à d'autres injections ou infiltrations de corticoïdes ou de plasma riche en plaquettes. Et ils ont dit, voilà, on va utiliser le dry needling dans le traitement de l'épicondylalgie latérale. Il y a comme un groupe de 110 patients, donc c'est quand même intéressant. Et ils trouvent de bons résultats pour le dry needling, qui a d'aussi bons résultats que d'autres. Et puis ils concluent en disant, vu que le dry needling, c'est une technique qui est une méthode qui est sécuritaire, qu'on peut faire en toute sécurité, et qui a surtout un faible taux de complications, ils suggèrent d'utiliser le dry needling comme une option de traitement pour l'épicondylalgie latérale.
Et ensuite sur l'épaule, alors comment parler de l'épaule sans parler de Frédéric Srour que je salue. Il avait lui-même, Fred, parlé du dry needling lors de sa dernière conférence de l'épaule au top à Paris en octobre, donc le 2 octobre 2017, et il s'était interrogé sur le dry needling placebo ou vraie thérapie. Et il était venu à la conclusion suivante, et remarquez au passage la prévalence des points trigger dans le muscle infraépineux, 77%, et il avait une conclusion en disant voilà, le dry needling a des effets notamment antalgiques à court et à moyen terme et pas à long terme. Ce qui est tout à fait vrai, et pour d'autres régions que l'épaule aussi. Souvenez-vous, plusieurs fois j'ai mentionné résultats bénéfiques à court terme, et je cite Frédéric Srour qui concluait le dry needling diminue la douleur à l'instant T pour permettre de faire quelque chose d'autre après. Il ne faut peut-être pas lui en demander plus. Et je crois que là il a vraiment résumé, je pense, le dry needling. C'est-à-dire que le dry needling, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, va permettre de diminuer la douleur, va permettre de restaurer la fonction du muscle, et ça nous permet de refaire d'autres techniques dans la même séance ou après. Je pense qu'il a raison, il ne faut pas lui en demander plus, c'est le job du dry needling. Il ne faut pas demander au dry needling de renforcer un muscle, il ne faut pas demander au dry needling d'étirer un muscle, il ne faut pas demander au dry needling de faire du renforcement concentrique ou excentrique. Voilà. Le job du dry needling, je pense, c'est d'avoir cet effet antalgique et de restaurer la fonction du muscle. Et évidemment que cet effet ne va être qu'à court ou à moyen terme s'il n'est pas combiné avec quelque chose d'autre qui va maintenir les bénéfices de ces résultats. Et voyez, on voit que Fred Srour connaît vraiment bien le domaine de l'épaule, parce que juste quelques temps avant, et puis il a pas mentionné cette étude dans sa revue biblio, mais bon, je pense que l'étude là est sortie en septembre 2018, et lui a fait sa conférence en en septembre 2017, et Fred a fait la conférence en octobre 2017, donc il avait peut-être pas peut-être pas pris connaissance de cette étude, ou il n'a pas eu le temps de l'intégrer dans sa présentation. Ça, c'est une première étude qui combine l'utilisation du dry needling, de la physiothérapie, donc la thérapie manuelle, et d'un programme d'exercice thérapeutique chez des patients avec des douleurs chroniques d'épaule. Et c'est un suivi sur 6 mois, donc on est quand même moyen long terme, et il est quand même intéressant de voir au niveau des résultats, de dire que c'est déjà la première étude qui combine, donc ça c'est intéressant. Ils disent qu'il y a des résultats intéressants en incluant le dry needling, donc ça pourrait être une nouvelle contribution au traitement des douleurs chroniques. Cependant, il serait encore intéressant de mieux déterminer les effets du dry needling sur les douleurs d'épaule, et surtout de déterminer la fréquence et le dosage des séances de dry needling. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette étude, et c'est ce que je faisais déjà la remarque tout à l'heure, c'est de voir qu'on combine maintenant l'utilisation du dry needling avec des techniques de thérapie manuelle et des protocoles d'exercice actif, d'exercice thérapeutique. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, et puis je répondrai à vos questions ensuite tout à l'heure. Voilà, l'idée, je pense, c'est de combiner le dry needling avec d'autres techniques. Alors, comme vous avez pu le voir dans les études les plus récentes, 2017-2018, commencent à combiner ça. Combiner avec quoi ? Avec le traitement manuel des points trigger, les techniques de compression rythmée alternée, les techniques de compression ischémique. Pourquoi pas utiliser les form rolls, et là aussi ça peut être, par exemple, après le dry needling, utiliser les techniques type massage, automassage avec rouleau, avec balle, pour en même temps être dans l'autotraitement et dans le travail actif. Alors je fais pas du tout la promotion de ce livre, mais c'est simplement le titre qui m'a bien plu, c'est-à-dire combiner le dry needling avec des techniques d'étirement et de renforcement. Alors quand je dis combiner, c'est pas le faire en même temps, c'est d'abord faire quelques minutes de dry needling ou de poncture, et ensuite on n'étire pas ou on renforce pas un muscle lorsqu'il a l'aiguille plantée dedans, ça c'est évident.
mais surtout étirer et renforcer les muscles, et je pense combiner ça avec des exercices thérapeutiques actifs. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pourquoi pas combiner ça avec le kinésiotaping. Alors je sais, je ne répondrai pas sur les questions du kinésiotaping. Je pense qu'il y a si jamais des gens, Ludo Delaunay ou Sébastien Chinard, Arnaud Cognier, des spécialistes, des instructeurs de Kinésio France veulent éventuellement parler du sujet, ce serait intéressant de parler du kinésiotaping combiné au dry needling. Mais là encore, aucune étude là-dessus. Moi personnellement, je pense que certains effets du kinésio peuvent nous être utiles dans l'utilisation du dry needling, ou en tout cas combiné au dry needling. Évidemment, le dry needling, c'est une technique, mais comme toute, je dirais, nouvelle technique auquel on vient de se former, nécessite de l'entraînement, autant d'entraînement que d'autres. Il n'y a pas de conditions vraiment particulières. Voilà, maîtriser déjà les points trigger, le traitement manuel à la base, et ensuite utiliser le dry needling pour avoir une autre corde à son arc. Ici, je vous ai mis, je dirais, c'est actuellement la Bible du dry needling. C'est le livre de Jan Dommerhold, donc un néerlandais, et de César Fernandez de Las Peñas, c'est un espagnol. Ça, ce sont deux personnes que vous retrouverez régulièrement au niveau des auteurs et qui travaillent beaucoup sur le développement des points trigger et du dry needling. Et enfin, pour conclure, je dirais qu'on peut traiter les points trigger par dry needling d'une manière très sécurisée. Pour ça, il faut simplement bien respecter le protocole général du dry needling, sélectionner son patient, lui expliquer et obtenir son consentement, et ensuite avoir une bonne application pratique, le praticien, lui, une bonne position, une bonne palpation, une bonne technique. Il faut prendre en considération les contre-indications relatives et absolues, certaines contre-indications anatomiques, et bien maîtriser les procédures de sécurité en cas de problème. Tout ça en respectant une bonne hygiène, et à partir de là, il n'y a aucun problème pour que le dry needling se fasse sans aucune complication. Je vous laisse mes contacts, donc vous pouvez me contacter soit par mail, broichristophe@orange.fr. Je vous laisse ma page Facebook, donc Christophe Broy, ou la page Kinésis Formation, auquel vous pouvez faire une demande ou suivre les différentes notifications. Vous trouverez également sur ces pages pas mal de références bibliographiques, pas mal de partages d'autres groupes sur le dry needling, sur le syndrome myofascial douloureux, sur les points trigger, puis même sur d'autres concepts de thérapie manuelle, de fascia et autres. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas par mail, par Messenger, par Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à faire toutes vos demandes, que ce soit par rapport au matériel, par rapport à des références bibliographiques, par rapport à pas mal de choses. Donc voilà, si vous souhaitez rester en contact, je pense même à limite Seyfedine, si tu peux mettre les contacts ensuite sur Facebook, ou les envoyer par mail aux participants, comme ça tout le monde peut les avoir. Et j'en profite pour remercier donc évidemment Seyfedine pour son travail, pour l'organisation de cette webconférence. Merci à toi pour l'invitation et puis pour l'organisation. On n'a pas eu de soucis techniques ce soir, donc vraiment organisation au top. Merci à Mathieu Loubière pour sa petite idée là que je lui ai piqué sur l'idée de lancer les questions avant la webconférence. Moi j'ai trouvé ça très bien, et puis j'espère que ça vous a plu, et j'espère que en tout cas ça a répondu déjà à un maximum de vos questions. Merci à Frédéric Srour, j'ai déjà reçu un petit pouce levé là suite à l'intervention du dry needling et de l'épaule, donc merci à Fred de m'avoir autorisé à reprendre un petit peu les deux photos sur lesquelles il était et sur lesquelles il avait pris le diaporama lors de sa vidéo. Merci à Corinne, médecin généraliste, avec qui on a beaucoup parlé de l'INR, et c'est un petit peu elle qui m'a donné les différentes infos médicales, en tout cas sur l'INR. Puis ça prouve aussi qu'on a besoin de travailler un petit peu en partenariat avec les médecins
on a besoin d'eux, et puis pour essayer de proposer une formation de qualité, je m'entoure de professionnels de chaque domaine. Et puis surtout, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi cette webconférence. J'ai vu régulièrement qu'il y avait quand même pas mal de participants, donc ça c'est une bonne chose. L'heure est tardive, j'ai respecté le timing, et puis il nous reste maintenant un petit peu de temps. Moi je vais rester sur le chat pour déjà répondre un petit peu aux différentes questions, aux dernières questions qui ont été posées, et puis je sais pas, Saifeddine, combien de temps tu veux laisser pour que l'on puisse encore faire un petit temps de questions-réponses?